Et je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. L'agence de notation américaine Standard & Poor's maintient la note B attribuée à la dette souveraine à long et court terme de la République du Cameroun, mais s'inquiète d'une hausse des risques budgétaires et sécuritaires. S'il faut le reconnaître, cette note, depuis plus de 5 ans, était assortie d'une perspective stable. Standard & Poor's a décidé de dégrader cette perspective. Elle est désormais à la perspective négative. La perspective négative signifie que nous pourrions abaisser la note du Cameroun au cours des 12 prochains mois si les déficits budgétaires ou le ratio de la dette publique nette rapporté au produit intérieur brut dépassait nos prévisions actuelles, si les pressions extérieures dépassaient nos anticipations ou si l'environnement social et politique se détériorait considérablement, en limitant l'accès du gouvernement au financement, précise le communiqué qui date du 12 avril. Hausse des risques budgétaires et sécuritaires, perspective négative pour le Cameroun selon Standard & Poor's. C'est, madame, monsieur, le fait du jour. Hausse des risques budgétaires et sécuritaires, perspective négative pour le Cameroun. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph Bangakak. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, c'est Josué Blaise. Josué Blaise Bangakak, oui, voilà. Oui, rebonsoir, merci bien. Voilà, vous êtes journaliste, hein, très connu. Vous avez roulé votre boss dans, surtout Matalana. Que devient Matalana? Oui, Matalana, pour des raisons de stratégie, compte tenu du fait que le ministre d'État, conseiller spécial du président Alpha Condé, Rachid Ndiaye, qui en est le directeur de la publication, nous avons réussi à mettre ça en veilleuse pour des raisons simples. Chaque fois qu'on pouvait prendre une position dans le magazine Matalana, ça pouvait refléter un tout petit peu comme si c'était la position officielle de la Guinée. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire le projet. Voilà, bien avant ça, il y a eu l'aventure à mutation. Oui, la belle époque, on peut dire. Oui, ça a été des très très grands moments de ma carrière, le passage à mutation avec une formidable équipe. Des jeunes gens totalement dévoués, talentueux, vraiment qui venaient de sortir pour la plupart des écoles, hormis 3 ou 4 tels que Aman Mana, à qui j'ai salué en levant le chapeau. Vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous enlevez le chapeau, n'aimez pas. Il a bâti une équipe vraiment formidable. Oui. Et à l'époque, vraiment, si on avait 2, 3 parutions comme ça dans notre pays, je crois que le Cameroun s'en tirerait mieux sur le plan de l'esthétique de la presse. Bon, malheureusement, chaque chose ayant une fin, naissance, grandir et puis disparaître. Voilà. Mutation aujourd'hui. Bon, je n'ose pas jouer les nostalgiques, mais il n'est plus ce qu'il était. C'est à l'ombre de la belle époque. Ok. On salue au passage Georges-Alain Boyomo, tu es directeur de la publication de Mutation. Oui, tout à fait. Bon, c'est des jeunes gens qui ont réussi à redonner un esprit, peut-être pas avec l'âme du départ, oui. Parce que Mutation, à l'époque, on a réussi à mettre sur pied les cahiers de mutation, situation, un hebdomadaire de sport d'Amba, oui. Et avec de temps en temps des grands débats. Il y a eu le président de la FIFA qui est venu nous rendre visite, les présidents des grandes institutions, l'UNESCO est venu sur place voir à quoi ça ressemblait. Nous étions le tout premier quotidien d'Afrique centrale, et c'est pour ça que nous avions des rapports assez étroits et très appréciés avec le groupe Sud Quotidien au Sénégal. Oui, okay. Parce que nous, on était Sad Media Corporation au Cameroun, oui, et avec le Sud groupe Media au Sénégal. Ouais. Merci, Josué Bangakak, d'être venu à côté de vous. Armand Okol, j'ai toujours envie de dire DCC, mais il m'a dit directeur du cabinet, tout court. Oui, tout simplement. Du coordonnateur Cabra Libi. Oui, mais je suppose que c'est prémonitoire, directeur de cabinet civil. Je crois savoir que ça signifie cette fonction qu'on occupe à la présidence de la République. Je suppose que c'est prémonitoire. Oui. Et
D'ailleurs, je ne peux que me réjouir de ce que vous identifiez à ma modeste personne, quelqu'un qui pourrait occuper de telles responsabilités, même si, il faut le reconnaître, lorsque Cabral Liby sera président de la République, naturellement, il va bénéficier de ce qu'on appelle, je vois Bangakak qui dodeline la tête. Non, il me semble que c'est un acteur, il va, voilà, il va bénéficier du pouvoir discrétionnaire et il aura la latitude soit de me confier cette responsabilité ou de confier à quelqu'un d'autre. Mais ce que on ne dit pas toujours assez, c'est que avant d'être le directeur de cabinet de Cabral Liby, je suis d'abord le coordinateur national du pôle Action de terrain. C'est la raison pour laquelle. Voilà, depuis quelque temps, on parle de les citoyens. Où en est le dossier? Le parti politique, les citoyens. Oui, la première des précisions qu'il faut apporter, c'est que certaines personnes ont donné le sentiment qu'on allait dissoudre le mouvement 11 millions de citoyens pour créer les citoyens. Il n'en est rien. Il se trouve simplement que le mouvement 11 millions de citoyens s'est réuni et a décidé de la création d'une formation politique qui va s'appeler les citoyens. L'autre polémique qu'il y a eu, c'était que on se désolidarisait complètement du professeur Kouvondo et du Parti Univers. Officiellement, l'alliance signée le 11 décembre 2017 à l'hôtel député de Yaoundé demeure. Et il faut d'ailleurs dire que la naissance du Parti Les Citoyens l'a été après une concertation menée avec le professeur Kouvondo. Ensemble, je peux citer cet endroit, ensemble, nous nous sommes retrouvés, on a discuté et il a estimé qu'aujourd'hui, la personnalité de Cabral Liby et l'équipe qui l'accompagnait avaient suffisamment montré ses preuves pour ne plus rester à l'étroit d'une formation politique et que nous étions à même de conduire une formation politique. Donc, nous avons saisi l'autorité administrative, d'abord les services du gouverneur, le 6 mars de l'année en cours, à qui je tire un grand coup de chapeau parce qu'il avait 15 jours pour étudier, traiter et diligenter le dossier. Mais compte tenu des enjeux, nous sommes en période et en année électorale, il a cru devoir le faire avec diligence. 6 jours après, eh bien, le dossier avait été transmis au supérieur hiérarchique, qu'est le ministre de l'administration territoriale. Nous sommes allés là-bas également et nous avons d'ailleurs été reçus par le chef service des partis politiques qui nous a rassuré que le dossier était en très bonne voie. Sauf que nous avons nos informations à nous qui font état de ce que l'autorité administrative, le ministre de l'administration territoriale, n'est pas très enclin à vouloir nous donner cet agrément que nous attendons pourtant de tous nos Il a 90 jours, non? Il a 90 jours. 90 jours. Mais convenez avec moi que les enjeux sont tels que rien n'indique dans un pays qui compte près de 300 formations politiques qu'on accorde l'autorisation à une formation politique autre d'exister. Et d'ailleurs, il nous donne peut-être l'occasion ici de botter en touche ces bonimenteurs qui ont laissé croire pendant très longtemps que nous étions une bande des pions du régime. Voilà donc des jeunes qui ne demandent qu'à aller à l'assaut des différents sièges, aussi bien au Parlement que dans les conseils municipaux, mais à qui on ne veut pas donner la possibilité d'exercer. Non, la loi c'est 90 jours. Ça ne fait pas encore 90 jours. Oui, mais sauf que les enjeux... On dit qu'on ne donne pas encore. Mais nous avons même le 89e jour, ça peut aller. Même le 90e. Soyez sûr qu'on a mené quelques démarches afin que nous ayons la latitude de nous mouvoir au sein de cette formation politique. Et soyez-en sûrs, il y a un blocus qui ne s'explique pas. Aloïs Parfum, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tout le panel. Vous êtes le vice-président du SDF pour la région du centre. C'est bien ça. Mais vous portez le deuil. Oui, nous portons le deuil. Nous avons plusieurs deuils ces jours-ci dans le SDF. Il y a un mauvais vent qui souffle dans le SDF, malheureusement. Et c'est notamment l'honorable Badnazem, président du groupe parlementaire, paix à son âme, qui est décédé de suite de maladie et dont les obsèques auront lieu
une partie des obsèques aura lieu ici à Yaoundé, et puis l'enterrement à Kumbu, dans sa région natale et son arrondissement. Et disons que nous avons été là, c'est ce qui justifie d'ailleurs mon retard, parce que la région du centre organise plusieurs étapes de ce deuil, notamment la grande veillée qui a lieu ce soir. Il y a aussi demain la levée de corps et nous irons au Parlement pour un hommage parlementaire avant d'aller à Bamenda. Et il y a aussi le maire Lotine Samer de Douala Premier, dont les obsèques commencent aussi aujourd'hui, ont commencé aujourd'hui, et puis qui vont continuer demain, et l'enterrement aura lieu samedi. Il y a eu un deuxième fait, c'est une situation au Bala aujourd'hui, dans la région du centre, avec une bataille intercommunautaire. Et la région du centre était engagée à ce niveau parce que nous avons eu le rapport de ce que ça n'allait pas. Il y a même eu un décès. J'ai d'ailleurs vu Equinox là-bas aujourd'hui. Donc c'est ça qui justifie un peu le retard, et je m'excuse auprès des téléspectateurs. Ok. Dites-moi, Josué, cette note, pour en venir au fait, cette note, c'est un signal fort aux autorités camerounaises qu'il faut faire quelque chose pour ce qui est. Surtout, on va commencer par la situation sécuritaire. Notre appel là, à ce que le Cameroun puisse arranger les choses sur le plan sécuritaire. D'abord, je vais dire une chose en paraphrasant le président Abdoulaye Wade du Sénégal, qui est un brillant économiste et juriste, qui disait qu'il se méfie toujours des notes qui en réalité ne collent pas toujours aux réalités africaines. Parce que lorsque la même note, un peu dans un rapport analogue, avait dit qu'au Sénégal, on vivait avec moins $1 par jour, ça fait rigoler. Parce qu'en réalité, quand je regarde du côté de ma famille maternelle, où j'y vais le plus régulièrement... Au Sénégal non, au Cameroun déjà. Okay. Dire qu'on vit avec moins $1 par jour, ça fait rire les gens. Parce que le matin, on n'a pas besoin d'un franc. On va prendre son vin de palme, on finit par aller prendre son gibier, on trouve le macabo, ça peut faire une semaine sans... On réchauffe la nourriture de la veille. Voilà, donc c'est des indications, comme on dit, de perception, mais qui en réalité n'envoient à rien du tout sur le plan économique. Vous verrez, par exemple, qu'on peut dire une croissance à 8% en Côte d'Ivoire, mais qui en réalité, au niveau du panier de la ménagère, ces 8% on ne ressent pas. Vous reprenez le 1,5% en France, vous ressentez quand même soit le plein emploi, la même chose aux États-Unis. Donc moi, je me méfie de rapport qu'on reste au bord du Potomac ou au bord de la Seine et on appuie sur 2 boutons, on envoie. Par contre, l'un des rapports sur lequel je m'appuie et qui me paraît plus important, c'est l'IDH, l'indicateur de ressources, de développement humain. Parce que là, on a des chiffres précis sur la scolarisation, sur la capacité à soigner ses ressortissants. Là, c'est vivable. Et dans l'indice, l'IDH, beaucoup de gens ne savent pas, les États-Unis ne sont pas du tout en tête. Parce que là, c'est pas la cagnotte et la finance qui passent en tête. Vous allez voir que la plupart des pays qui sont... Des pays nordiques. Donc, tout cela, c'est un peu difficile d'apprécier dans un contexte comme le nôtre. Et en même temps, j'ai dit toujours qu'il faut bien restituer, parce que j'ai passé pratiquement 2 ans hors du pays, mais à chaque fois que je prenais un café ici ou là avec des gens, les gens avaient toujours pitié en me demandant les nouvelles de ma famille, parce que ça chauffe en pays, à ceci, à l'extrême nord, avec Boko Haram, en zone anglophone. Les gens avaient l'impression que tout est sens dessus, dessous. Oui. Donc, c'est des perceptions vues de loin. Oui. Et une fois que les rédacteurs eux-mêmes ont des sources d'informations qui, généralement, ne sont pas assez outillées, et malheureusement, on a des standards passe-partout. C'est-à-dire que les mêmes gens qui sont à Washington, dans le consensus de Washington, ou à Paris, dans le club de Paris ou de Londres, peuvent, à un moment donné, juger le Cameroun au même titre que la Centrafrique, où les bandes armées montent, descendent, où le président, je m'excuse, il y a un journal panafricain, pour ne pas le nommer, avait titré le président Touadéra, gouverneur de Bangui. Donc, vous verrez quelqu'un qui gère juste Bangui, et le reste du pays est pris par les branches armées. Vous ne pouvez pas juger ce pays-là au même titre que vous jugez
porter un jugement de valeur sur le Cameroun, sur le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc, je me méfie déjà. On aura le temps maintenant d'arriver sur des indices réels de perception humaine que nous-mêmes nous avons, mais pas de standard d'emploi. Et Aloïs Parfin, vous aussi, cette note, comment vous la trouvez? Non, d'abord moi, contrairement à ce que dit Josué, je prends tout au sérieux. Parce que j'estime que nous sommes un pays et que les autres nous observent. Nous aussi, nous pouvons observer d'autres pays. Et à ce titre, tous les rapports qui viennent, nous devons les prendre en considération. Et pour ce rapport-ci, on dit bien que nous sommes partis de la stabilité à la négativité et ils ont essayé de développer en quoi et pourquoi est-ce qu'ils estiment que depuis le 12 avril, jour de la production de ce rapport, nous sommes dans une perspective négative. Ils ont notamment parlé de la crise, la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest. Oui, ça c'est un fait. C'est un fait palpable. Ils ont parlé du déficit budgétaire. Ils ont parlé de la pression extérieure dans à la CEMAC. Je pense que nous ne devons pas jeter ça de façon simpliste comme ça, et ça entre aussi dans les rapports dans l'un des rapports du Parlement européen, parce que le Parlement européen dit vous êtes en train de vous enfoncer, voici ce qu'on vous propose. D'ailleurs, ils ne vous imposent pas, ils vous disent que il y a une situation, et nous les Camerounais, au-delà de ce que dit ce rapport, nous les Camerounais, nous faisons d'abord ce rapport, ce diagnostic, et nous faisons des propositions. Mais parce que ça vient de l'extérieur, on est obligé parfois d'acheter quelques journaux, de faire des conférences de presse, de dépenser davantage pour démontrer que ce n'est pas vrai. Or, dans le fond, il y a quelque chose de positif à tirer de ce genre de rapport. Et c'est pour cela que j'estime, nous, STF, on estime qu'il va falloir regarder ça en face. Ce qui est bon, on accepte. Ce qu'on peut rejeter, on rejette. Je m'excuse, c'est-à-dire que je comprends le SDF, c'est vouloir s'opposer de façon systématique, même lorsque eux-mêmes sont une excroissance de l'ancien parti au pouvoir. Moi, ça m'embête parce que je ne sais pas si le standard emploi peut tenir le même rapport à la France, avec la Corse. Parce que la Corse est là, armée de prix avec des forces. Bien aussi les gilets jaunes. Voilà. Les gilets jaunes en Corse, c'est des mouvements de... La Corse est armée. Quand on va, par exemple, chez les Pays Basques, en Espagne, je ne sais pas si le standard emploi va dire non, l'Espagne ne marche pas bien parce qu'il y a les Basques ou bien les Corses. Au Sénégal, un pays que j'aime bien. Voilà. Je ne pense pas que parce qu'il y a le mouvement le MFDC Casamance depuis l'époque de l'abbé Diamankou Senghor, qu'on va dire qu'aujourd'hui, malgré le nord-ouest et le sud-ouest, c'est vraiment un jeu d'enfants. En Casamance, lorsque vous arrivez, c'est vraiment des gars armés et assez outillés, constitués des anciens. C'est un jeu d'enfants au nord-ouest? Mais attends, citez-moi, qui est le chef de la rébellion? Je termine. Quand vous allez voir ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, c'est des gars qui ont des calaches, qui ont des blindés, qui ont pratiquement, il ne reste plus que les forces aériennes. Mais je ne sais pas quelles sont les marques de fusil que ces gars ont. Tout le monde vous dit c'est vraiment au lance-pierre, à la limite avec un fusil artisanal. On ne fait pas une guérilla avec ça. La preuve, qui en est le chef? À chaque fois, il n'y a pas un chef de rébellion. À chaque fois qu'il y a un mouvement de ce type, vous avez vu même en Côte d'Ivoire, vous avez M. Soro qui est le patron de l'aide politique, vous avez une branche armée qui est dirigée à les gens comme les Isiaka Ouattara, Ouattao, bien identifié. Mais ce n'est pas le genre qui va aller prendre un verre de vin de palme, faire taper un gonflé là et puis lancer un fusil artisanal. Mais ça, c'est la rigolade. José Badakar. Ouais, c'est pour rigoler. Un mot encore là. Les raisons que l'agence américaine de notation évoque, c'est surtout la crise. D'abord, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour ça que moi je suis quelque peu surpris qu'on ait besoin d'attendre que des notes viennent de l'international pour nous-mêmes poser le diagnostic de ce qui se passe. Moi je m'inscris toujours en marge de ce complexe du colonisé. Mais quel est ce pays où chaque fois on a le sentiment soit que nos problèmes sont du fait des autres mais jamais de nous? Dites-moi.
Pour partir de Anguissa à votre studio, je fais peut-être 6 km pour arriver. J'ai dû faire 1h30. C'est à cause des Blancs qu'on en est là. Écoutez, il est important. Certes, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Ce que nous faisons ici intéresse les autres et suscite leur regard. Mais est-ce qu'on a besoin pour établir le bilan de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Il me semble que non. La situation est vivable là-bas depuis un certain temps. On est parti des revendications corporatistes. Aujourd'hui, on a largement dépassé la situation des revendications corporatistes. Et il me semble que le plus important, au-delà de l'aspect de l'impact économique, j'ai discuté avant de venir ici avec une dame qui, elle, faisait la ligne, comme on a coutume de dire, et qui avait son marché dans les régions du nord, ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, elle est à la paralysie totale. Elle est venue vers nous parce que elle a des soucis à joindre les deux bouts. Voilà une dame qui caracolait à la tête d'un budget d'un peu plus de 30 millions de francs CFA, qui aujourd'hui ne parvient pas simplement à régler les problèmes de loyer. Il me semble donc qu'il est plus que jamais important de poser des actes d'éclat pour la décrispation de la situation dans le nord-ouest et du sud-ouest, qui, chaque jour davantage, entraîne des morts, des déplacés, et on n'a jamais réussi à évaluer l'impact sur le plan économique. Il y a des éléments qu'on peut poser. Le chef de l'État est le chef suprême des armées. C'est pour ça qu'il y a un ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Le chef des armées, c'est le président de la République. Mais bon Dieu, dites-moi, pourquoi depuis 2 ans et demi, le chef suprême des armées n'est pas allé dans le nord-ouest et le sud-ouest pour discuter avec ses compatriotes? C'est de ses compatriotes qu'il s'agit quand même. Nous pensons que les revendications aujourd'hui ont un autre relan. C'est un relan de la gestion des affaires de la cité. On parle depuis très longtemps de procéder à ce que d'aucuns ont appelé la gestion locale de la cité. Mais ça va à pas lent. Pour quelle raison le président de la République, pour les conseillers régionaux par exemple qui viennent, pourquoi il ne peut pas jouir de son pouvoir discrétionnaire pour qu'à la suite d'une discussion avec les séparatistes par exemple, octroyer un certain quota pour que ceux-là s'impliquent véritablement dans la gestion de la chose de leurs différentes localités. Et puis il y a un autre aspect. Cet aspect est d'ordre purement de la contribution à la masse électorale. On peut poser un autre acte d'éclat. On peut par exemple décider de gratifier l'obtention de la CNI. Vous avez bien vu que l'électorat dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été saucissonné. Oui. Il a été divisé à près de 10 pour les questions sécuritaires, mais également parce que il est difficile aujourd'hui de pouvoir se faire établir une carte nationale d'identité. Okay. On s'achemine vers d'autres élections avec des locaux qui ne vont pas pouvoir aller exercer leur droit de vote et donc choisir les leurs qui vont gérer la cité. On peut poser des actes comme cela et je suis certain que à terme ça peut contribuer à décrisper la situation. Voilà, je vais revenir à vous. On va faire un tour à voilà. Non, oui, on va revenir sur après le journal des Cédric Noufelé. Madame, Monsieur, nous allons donc prendre la pause ici à Yaoundé et rejoindre Douala où nous attend Cédric Noufelé pour le 20h. Quant à moi, Madame, Monsieur, je vous retrouve une fois de plus pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du début, toujours en direct de Yaoundé. Place tout de suite, Madame, Monsieur, à la pause. Journal. Nous avons retenir notre attention, l'affaire Mida et ce qui s'est passé au Voilà ce jour, toujours en compagnie de Aloïs Parfum-Voum, Armand Col et Josué Bandakac. Commençons avec vous, vous avez vu dans le journal de Cédric Noufelé ce qui s'est passé au Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? En réalité, ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter en ce moment-ci? Vraiment, si je peux m'auto-proclamer parmi les quelques anciens, quelques doyens. C'est pourquoi je vous passe la parole en premier. Je demande vraiment aux hommes de médias d'être
vraiment assez prudent parce qu'en 30 secondes, tout peut basculer. J'ai un ami journaliste, Rachid Diaye, qui me dit que toutes les sociétés peuvent basculer dans la violence dès que toutes les conditions objectives sont réunies. Parce que là, il suffisait que, là, on a parlé d'Aoussa et Toun, mais vous imaginez, j'imagine que si c'était Bamileke et Toun, parce que là, ça allait prendre non seulement une connotation politique, et ça allait aller de ville en ville. Là, étant Aoussa, on peut encore dire qu'on a tué un seul, on transforme ça en bataille de communauté, mais si c'était le point de déclic de départ d'une bataille supposée opposant des communautés entre guillemets montées ici et là dans les réseaux sociaux par quelques esprits qui ne savent même pas jusqu'où cela peut aller, donc je demande vraiment beaucoup de prudence, et notamment aux acteurs politiques, de jouer vraiment leur rôle d'éducation, et les journalistes de conscience, d'ailleurs de conscience, pour essayer de vraiment recentrer le débat. Parce que sinon là, on est totalement dans une dérive chauvine dont les actes peuvent être regrettables demain. Parce que quand ça commence, tu me tues un, je te tue deux. Tu me tues deux, ça se multiplie. Or, quand on a la malchance de ne pas avoir des pôles, des piliers sociologiques, ethniques forts de telle manière qu'une autre face à une autre comme les Tutsis et les Hutus. Or, ça risque d'être tel que je vois, vraiment, je n'ose pas décider, une ethnie comme on dit au football, comme le reste du monde. Bon, je ne dis pas cette ethnie en question, mais c'est aussi visible sur la face. Donc, il faut faire très attention entre une ethnie comme le reste du monde. C'est une image, non, ça comprend. Ok. Comme les politiques, je vais dans Dakar, interpellent les politiques. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut plus que jamais cultiver le vivre ensemble. C'est un impératif catégorique. Je voudrais vous ramener au slogan de notre dynamique pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Il est question ici de protéger le citoyen. Parce que là, il y a un élément dont on se réjouit, mais il y a un élément qu'il faut fustiger. Celui dont il faut se réjouir, c'est celui qu'a relevé le Conseil de gouvernement. Il faut d'ailleurs féliciter et qui marche sur la promptitude, à savoir que c'est les ressortissants et donc pour la plupart qui ont volé le secours des nordistes et vice-versa. Ça démontre que les Camerounais souhaitent vivre dans un environnement de paix, de quiétude, de brassage. Mais il y a un élément qu'il faut fustiger, c'est la réaction quelque peu tardive, parce que les faits se sont déroulés hier. Mais voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, on en était encore là, et vous avez bien vu, même à travers les images, que la réaction n'a pas été prompte. Et ça ne s'explique pas. Au bas, il y a un jet de pierre de l'Union européenne. Imagine que ça se Du lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent et commandent l'actualité sans lampe de bois. Equinox Soir, c'est votre rendez-vous quotidien d'information. Retrouvez Saint-Jalin de lundi à vendredi sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent et commandent l'actualité sans langue de bois. Equinox Soir, c'est votre rendez-vous quotidien d'information. Retrouvez Saint-Jalin de lundi à vendredi sur Equinox. Étatique, ainsi de suite. Donc, il est important plus que jamais de se mettre ensemble pour apporter et coller une véritable riposte en face. Donc, les partis politiques ont également pour essence. C'est quoi la politique? La politique, c'est l'art de gérer la cité. Mais gérer la cité nécessite que quand il y a une situation comme celle-là, que les hommes politiques montent des créneaux. C'est ce qu'on attend aussi des formations politiques. On n'attend pas seulement de venir à la conquête des suffrages à la veille des élections. C'est la raison pour laquelle le moyen est haïssable, mais vous avez vu que le coordinateur général du mouvement, 11 millions de citoyens, au quotidien, non seulement il sillonne le pays, vous avez vu que depuis le 2 janvier, il a parcouru déjà près de 280 chefs-lieux d'arrondissement, y compris dans les villages, mais il monte régulièrement au créneau lorsqu'il y a des préoccupations comme celle-là qui interpellent la nation. Donc, nous sommes dans une situation
plus que préoccupante. Le Cameroun, de plus en plus, c'est comme ce volcan dormant, mais qui est en ébullition, qui peut exploser à tout moment. Rappelez-vous encore de février 2008, qui avait vu venir cela? Donc, au-delà des discours, au-delà de la mise sur pied des commissions de multiculturalisme, de comités de désarmement, ainsi de suite, il est important de créer davantage des brassages. À l'époque, quand moi j'étais petit, il y avait des colonies de vacances. Les gens quittaient de partout, se retrouvaient ensemble. Il y avait des gens qui venaient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et on créait des brassages. Ça fait que tu avais un camarade, tu ne t'interrogeais jamais de quelle tribu il est, mais c'était un frère à toi. Mais de plus en plus, il y a un repli identitaire. C'est quelque peu voulu par l'autorité administrative pour créer des clivages, pour que ça lui profite sur le plan purement électoral. Mais les gens doivent se méfier parce que la guerre, on sait quand elle commence, mais on sait quand, jamais quand Aloïs Parfumboum, plus jamais ce qu'on a vu à Obala ce jour? Disons qu'il faut un bon diagnostic. Oui. Il y a un vrai diagnostic. Si on essaye de fuir le diagnostic, d'affronter les problèmes, de fuir l'affrontement. On parle du rite. Ouais. Non, parce que, en fait, quelqu'un a dit que le problème a commencé hier. Non, le problème ne commence pas hier. Nous avons eu le rapport parce que je vous ai dit, on a suivi ce dossier depuis le matin. Et quand on demande aux hommes politiques d'être proactifs, c'est par rapport à cette situation. Le coordonnateur de la Ligue et du SDF nous a appelé, nous dire qu'ils sont terrés dans les maisons, ça ne va pas. Et on lui a demandé ce qui se passait. Il nous a dit que actuellement il y a une bataille intercommunautaire. Et il nous a expliqué qu'en réalité c'est un problème d'insécurité qui a commencé depuis au moins 4 à 5 mois. Oui. Un problème de banditisme aussi. Voilà. Et à la suite de cela, ils ont interpellé le sous-préfet pour qu'il fasse quelque chose. Rien n'a été fait. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est justement hier. Et aujourd'hui d'ailleurs, pendant qu'ils étaient en train de chercher les voies pour sortir de cette situation, la police n'avait pas tous les éléments, il n'y avait pas tous les éléments à ce niveau, les forces de maintien de l'ordre étaient insuffisantes et c'est ce qui a amplifié la situation. Et d'ailleurs, nous leur avons demandé de ne pas envenimer la situation, nous avons demandé, et ce week-end-ci, là c'était une instruction, d'organiser un rassemblement avec toutes les communautés, dont je pense au plus tard dimanche, il y aura une grande réunion et même une marche intercommunautaire à Obala, organisée par nos locaux de cette zone. C'est pour dire que, et en réalité, comme plusieurs l'ont dit, la situation du pays n'est pas bonne. L'atmosphère est pesante. Il faut le reconnaître. Et c'est un peu partout. Et la moindre bûchette d'allumette peut dégénérer, peut allumer le feu. Et nous allons tous en pâtir. C'est pour cela que nous demandons. Et ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit au départ. Non, ne faisons pas des comparaisons. Ne faisons pas des comparaisons n'importe comment. Tout le monde peut nous apporter une contribution. D'ailleurs, par rapport au premier sujet, justement, il faut relever que le rapport de SP n'est pas uniquement, n'est pas uniquement pour le Cameroun. Il le fait dans tout le monde entier. D'ailleurs, c'est né aux États-Unis et en 2011. Et ils l'ont fait au Cameroun, ils le font partout, contrairement à ce que certains ont laissé croire que c'est un acharnement. Et en plus de cela, il faut dire que quand ça vient de l'extérieur, on s'est rendu compte que quand ça vient de l'extérieur, il y a une plus grande écoute des autorités camerounaises. Vous avez vu le branle-bas qu'il y a eu ces jours-ci. Le Sénat, par exemple, pour la première fois, a souligné un mot par rapport à la crise anglophone. Alors que vous vous rappelez que le SDF, l'an passé, a marché, chanté, demandé qu'on inscrive cela à l'ordre du jour. Ça n'a pas été fait. C'est valable au niveau de l'Assemblée nationale et un peu partout. Le RDPC même a dû prendre position ces jours-ci. Or, quand ça vient des Camerounais, et c'est pour ça que je refuse la fierté dont on parle, alors qu'en réalité, quand ça vient des Camerounais, on ne nous écoute pas. Donc la situation est assez grave. Elle est tendue et je ne voudrais pas qu'on minimise ce qui se passe dans la zone anglophone parce que un panéliste a dit non, c'est rien. Je dis c'est grave et c'est gravissime même. Il faut
affronter cette situation et discuter avec tout le monde. Si on ne le fait pas, vous avez constaté, vous avez vu ce qui s'est passé au Bala. Ça peut prendre tout le pays et il est donc important que chaque acteur politique et même de la société civile fasse le bon diagnostic. Pas un diagnostic partisan, pas un diagnostic pour dire que non, c'est rien, c'est ceci, c'est grave. Il y a eu plusieurs morts, des déplacés, le tissu économique est à genoux au Cameroun et particulièrement dans ces zones avec la CDC et la Sonora et toutes ces entreprises. Donc ça ne va pas et il n'est pas question d'ouvrir un autre foyer. C'est pour cela que nous sommes intervenus de façon spontanée à Obala et prompt pour dire que il faudrait que ça s'arrête. Et comme je vous ai dit, ce week-end, instruction a été donnée fermement à nos militants et à notre base d'organiser quelque chose là-bas pour que les communautés continuent à vivre ensemble. Voilà, si je peux faire un petit additif, je ne pense pas que la fixation sur la question, ça chauffe plus chez la zone anglophone, est un peu réducteur et le ramener sur un zoom sur la question anglophone, me donne des démangeaisons. Hein. Je pense que s'il y a un débat aujourd'hui, il faut l'élargir au niveau national et parler des questions de tout ordre, sans des distinctions, que voici la question anglophone. Il y a même eu une prétention, j'appelle prétention, je pèse mes mots. L'avocat français de M. Camteau est venu ici, dire qu'il faut un débat entre M. Biya et M. Camteau. Au nom de quoi? On parlerait de quoi? S'il y a un débat, il faut que ça soit... Il faut vider le contentieux post-électoral. Monsieur Otto. La question de la présidentielle. Je crois que là, M. Camteau, il a quand même entouré des gens, donc on pensait qu'ils avaient un coefficient d'intelligence un peu élevé. Vous parlez de quoi à ce moment précis? Le débat doit être national. Et pour revenir sur la question donc auquel vous m'en parlez, je ne vois pas en quoi on va trier 1, 2, 3 originaires de la zone anglophone et penser qu'on va discuter avec eux. S'il y a un problème, il faut le discuter de façon claire. Et il a même dit une chose. Il y a des gens qui ont pris des armes. Hein. Comment vous pensez qu'on ne doit pas discuter? Oui, mais j'ai dit, une chose est sûre. Si on vous dit maintenant, citez 2, 3 noms avec qui on va discuter, vous penserez à qui? Comment sont, ils sont là? Les noms. Ils sont en prison. Non, ils sont là. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont aux États-Unis, en Angleterre. Je crois que le ministre de l'administration territoriale, qui est originaire de Coin, le disait avec brio, hein, en passant, je ne suis pas obligé de le citer, mais il le disait clairement qu'il y a 3 types de gens là-bas. Vous avez les fédéralistes, ils sont encore discutables, mais vous avez des sécessionnistes. Citez-moi un seul État au monde qui a discuté avec des gens qui viennent remettre en cause de la nature de l'État. Nous, on a discuté même avec Boko Haram. On a discuté. Ah bon, c'était quand? Bien sûr, lorsqu'il y a eu des négociations pour avoir les otages et ainsi de suite. On a discuté avec la nature de l'État. Je parle de la nature de l'État. Dans plusieurs pays dans le monde, il y a eu des discussions, même en Casamance. Non, jamais. Non, la Casamance, il n'y a jamais eu. C'était voilà, justement, le débat qu'il y avait à l'époque, déjà avec l'abbé Diamacoune Senghor, je crois que je suis assez placé pour ne pas faire de la prétention. Le débat était qu'il intègre le camp de la République du Sénégal et non pas de faire des séparatismes. Aucun État au monde dans l'histoire n'a discuté avec des séparatistes. Et encore que nous autres qui croyons qu'il y a eu les Oumiobe et leurs amis qui sont morts pour un Cameroun unique et uni, au nom de quoi quelques élubrus un peu éclairés viendront aujourd'hui nous dire qu'il faut discuter. Si déjà, d'abord, il y a eu des préalables ici, des sociétés telles que, sans les nommer, la SONEL et la SNEC, il y avait des délégations régionales. C'était centre-sud-est, littoral sud-ouest, nord-ouest, ouest. C'est-à-dire ça n'avait rien à voir avec nord-ouest, sud-ouest de type anglophone. Donc, moi, je suis Bassa, je parle correctement douala. Je vous assure que quand je parle avec mes cousins du sud-ouest, les Bakweri, les Bakossi,
Sans accent. Non, s'il te plaît. Je termine. Non, ne nous ramenez pas à la version historique. Il va falloir historique de quoi. Je reviens à vous. Permettez-moi encore de dire. Au nom de quoi ne venez pas faire le contentieux avec les bassins? Non, les bassins étaient. Je vous en prie. À moi encore. Non, il faut qu'on s'entende. Quelle est la préoccupation aujourd'hui? La préoccupation, c'est que 2 des 10 régions sont en situation d'insécurité totale et que Depuis plus de il 2 ans. y a pratiquement une sorte de partition du pays, ça il faut le dire. Ce qu'il faut dire également, c'est que oui, mais il y a les préfets. Mais est-ce que, M. Bandaka, est-ce que vous savez que le gouverneur, la région du Sud-Ouest réside à Douala? Et qu'il fait, mais dites-moi. Sa famille n'est Non, plus. mais Celui du Nord-Ouest est abandonné. il faut peut-être qu'on s'entende. Dites-moi, lorsqu'un ministre part de Yaoundé pour aller régler une question dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, et que dans l'hélicoptère, il est cagoulé, avec gilet pare-balles, avec casque, dites-moi un peu, cette image-là, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à ce que la situation est grave et elle est préoccupante. Il va ainsi dans une zone où il y a des populations qui, elles, n'ont pas accès à ces différents équipements. Est-ce qu'il faut dire... Non, mais permettez que j'aille jusqu'au bout de ma logique, s'il vous plaît, sinon je vais perdre le fil de mes idées. L'autre question, c'est quoi? C'est qu'au départ, on avait le sentiment que nos compatriotes anglophones s'attaquaient aux francophones. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu que même nos compatriotes anglophones en payent les frais. Aujourd'hui, sauf omission de ma part, le frère du chairman John Fundi est porté disparu aujourd'hui. Qu'est-ce que cela revient à dire? Cela revient à dire qu'il y a une situation assez grave et que toutes les situations qui peuvent favoriser le règlement de ce conflit doivent être utilisées. Vous demandez quelles sont les personnes avec qui on peut dialoguer. Il n'y a pas que les sécessionnistes, il n'y a pas que les fédéralistes, il n'y a pas que ceux qui demandent la partition du pays. Il y a les compatriotes de la diaspora, par exemple. On peut les citer, ils sont nombreux. Pour ma part, Christian Cardinal Toumi est un des acteurs avec lesquels on peut discuter pour chercher des solutions à ce problème. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut retourner dans les revendications au départ, qui étaient des revendications purement corporatistes. À ce moment, on ne parlait pas encore de fédéralisme. Depuis des années, on sait que à la date du 1er octobre, il y a des sécessionnistes qui montent au créneau, mais sans que le sang ne coule, sans qu'il y ait l'impact qu'il y a aujourd'hui. Par conséquent, on ne doit pas minimiser davantage parce que c'est trop facile de rester dans la zone de confort à Yaoundé et à Douala et penser que ce qui arrive aux autres ne peut pas nous arriver. Mais vous avez bien vu qu'il y a eu des incursions qui sont arrivées jusqu'à l'ouest. Ouais. Vous avez eu des incursions qui sont rapprochées de la ville de Douala. Comme pour dire que, plus que jamais, il faut discuter. Et ce n'est pas les personnes avec lesquelles on doit discuter qui manquent. Ils sont nombreux. Avec les séparatistes. Citez-moi un cas. Aloïs, citez-moi l'émission. Il faut clarifier les choses. Parce que, effectivement, que les gens ne restent pas à Yaoundé. Ils ne vont pas dans ces zones. Moi, j'y étais il y a 2 semaines et ce week-end, je vais à l'enterrement de l'honorable Banazem. La situation est dramatique parce que il n'y a pratiquement plus d'autorité sur place. Il n'y a pas de députés là-bas. Il n'y a pas de conseils municipaux. Il n'y a personne. Et les CAM n'existent pas. Il faut dire ça aux Camerounais. Quand des gens restent ici, ils vous disent que non, et ils font des comparaisons. Ils vous disent qu'il faudrait aussi régler un contentieux avec les Bassa, avec les Bamileke, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un contentieux historique qui n'a pas été réglé, et pour lequel le gouvernement camerounais a refusé de le prendre à bras le corps dès le départ. Dès le départ, son candidat, M. Cabral Libi,
Monsieur Aïdjo a tellement tué des gens en Pays-Bassa. Vous savez le modèle politique de Monsieur Cabral-Bi? C'est Monsieur Aïdjo. Donc, il y a eu des... Qui a refusé de qui a demandé, qui a refusé c'est son modèle. de revendiquer pour chuter, pour chuter, je voudrais dire que... Il a demandé où est-ce qu'on a discuté avec les sécessionnistes. Je dis partout dans le monde, on a discuté. L'ETA, on a discuté avec les sécessionnistes en Espagne, on a discuté avec les sécessionnistes au Sénégal, on a discuté avec les sécessionnistes en France, on a discuté avec les Corses, on a discuté partout, revisiter l'histoire. La petite arrogance des Camerounais va nous conduire, malheureusement, risque de nous conduire dans une situation incontrôlable. Ok, à mon col. Aucun pays au monde ne discute sur la nature de l'État. Sinon, c'est assez grave, c'est que... Je suis Bangaka. Écoutez, on peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Mais il demeure que Aïdjo n'a pas été seulement négatif. C'est pas pour rien que d'aucuns l'appellent le père de la nation. On a vu à travers les plans que non, mais permettez, que vous n'allez pas balancer des choses et ne pas permettre on lève l'équivoque. C'est le premier président. Vous avez dit quelque chose de suffisamment grave. C'est pas le père de la Il nation. se trouve, vous avez dit qu'on a porté atteinte à la vie des Bassans. Non. Les parents même de Cabral-Libi, son grand-père a souffert à cause du régime Aïdjo. Et c'est son modèle. Mais il ne faut justement pas cultiver en permanence un état d'âme qui veut qu'on s'attaque. Même ailleurs, on pardonne à son pire ennemi. Et c'est dans cette option qui s'est inscrit en allant à Dakar s'incliner sur la mémoire de Aïdjo. Et mais c'est son modèle, c'est ce il que s'est j'ai dit. incliné également sur la mémoire de Oumniobé. Nous étions dans plusieurs zones où il a estimé que plus que jamais, et c'est même ça la préoccupation des Camerounais aujourd'hui, il faut régler les contentieux historiques. Il est important plus que jamais d'aboutir à une commission vérité et réconciliation. Parce que dans le saupoudrage, mais on ne peut pas régler un contentieux national en excluant la personne de Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo a bel et bien été Camerounais. Il a été président de la République. De la nation, premier président. Il a été président de la République. Voilà. Non. Mais comment pensez-vous qu'on va régler les contentieux en mettant en marge une figure comme celle de Amadou Aïdjo? Il faut aboutir aujourd'hui à une commission vérité et réconciliation. Voilà, les gens doivent s'asseoir sur une table, se regarder, discuter, se pardonner et décider d'avoir pour seul leitmotiv le bien de la République, la Respublica, le bien public, et penser que cette terre a été le legs de nos aïeux et que nous devons le laisser à la postérité. Voilà, merci. D'où la nécessité de pouvoir se pardonner. Merci, cher monsieur, d'être venu pour cette édition Equinox Soir Yaoundé. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Boumniebel.